Donc, bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour assister à cette conférence de Gérard Chouin intitulée Objets d'histoire et histoire d'objets, réflexion transdisciplinaire sur le prestige et sa culture matérielle dans le golfe de Guinée entre le XIIe et le XVIIe siècle. Alors, Gérard Chouin est historien et archéologue. Il a été directeur de l'Institut français de recherche en Afrique à Ibadan au Nigeria entre 2010 et 2013. Et depuis, il est professeur au William and Mary. Il mène des recherches sur l'histoire des paysages et de l'urbanisation, combinant l'analyse des récits de voyage, des traditions orales et les fouilles archéologiques. Il a notamment publié en 2011 un livre sur Colbert et la Guinée et de nombreux articles sur ses fouilles au Ghana et au Nigeria. Il dirige aussi un projet de recherche sur la seconde pandémie de peste en Afrique subsaharienne, dont il nous dira sans doute un mot aussi. Et depuis 2015, il dirige la mission archéologique IFE-Songbo. Alors, cette conférence a lieu dans le cadre d'un programme mené à l'INHA depuis l'année dernière, intitulé Vestiges, indices, paradigmes, lieu étant des objets d'Afrique entre le XIVe et le XIXe siècle, et qui propose de revenir sur la manière dont on fait l'histoire de l'art sur les objets africains, ou dont on pourrait faire cette histoire de l'art. Et les travaux de Gérard Chouin dans le golfe de Guinée montrent combien il est nécessaire de croiser les approches et aussi de combiner les focales, parce que vous verrez qu'il passe des sondages archéologiques à des réflexions beaucoup plus larges et retour sur l'histoire de la région et aussi sur la longue durée, et combien ces changements de focale font aussi partie de la méthode. Donc il va partir, je crois, des travaux qu'il mène dans la ville d'Ifé, où ont été produits des sculptures en métal et en terre cuite, peut-être, je ne sais pas, entre le XIIe et le XVe siècle, pour donner un cadre chronologique très, très vague, très large et tout à fait incertain. Et je dirais, peut-être que j'exagère, mais je dirais que la renommée de ces sculptures n'a d'égal que l'indigence des informations que l'on a sur elles. Le projet aujourd'hui de Gérard n'est pas de nous dire tout ce qu'on voudrait savoir sur ces sculptures, mais de voir à quelles conditions, peut-être, un jour, on pourra faire l'histoire de ces objets, et en tout cas aussi voir comment ces objets peuvent participer à l'écriture et à l'analyse de l'histoire. Voilà. Merci. Merci pour cette invitation. J'ai proposé un titre, comme vous le voyez, relativement large. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas 15 heures devant moi pour brosser une grande fresque des échanges et de la culture matérielle dans le golfe de Guinée. Et du coup, c'est vrai que je vais me concentrer sur Ifé aujourd'hui. Hier, j'étais au CNRS où j'ai parlé d'une autre partie de ce projet de la mission archéologique d'Ifé-Chumbo, qui est une mission archéologique qui se concentre sur deux sites particuliers du sud-ouest du Nigeria. Il est Ifé d'une part et Chumbo Eredo, qui est un immense système de fossés et de talus en pays Ijebu, non loin de Lagos. Aujourd'hui, donc, je me concentre sur Ifé et sur ce qui est souvent cet endroit fantastique qui est souvent présenté comme le berceau du monde Yoruba et qui est bien sûr indissociable avec des découvertes fantastiques d'objets cuivre, bronze, appelons-les en bronze pour simplifier, et de terre cuite qui, je pense, habitent vos imaginations.
Curieusement, et pas vraiment curieusement au vu des découvertes archéologiques qui ont pris place, il s'agit sans doute du site unique le plus fouillé en Afrique subsaharienne. J'avais au départ ajouté un point d'interrogation, et puis je l'ai enlevé, parce que je pense que de toute évidence, il s'agit bien du site le plus fouillé d'Afrique subsaharienne. Une vingtaine de campagnes de fouilles entre, disons, 1910 et 2017. Une douzaine d'archéologues différents qui ont mené des campagnes, des archéologues britanniques, nigérians, français, un groupe de personnes donc assez divers et des archives de cette recherche archéologique dispersées également aux quatre vents. Donc des objets fascinants, je vais vous en montrer quelques-uns. Je devrais vous en montrer plus dans ce lieu des beaux objets. Je vais vous en montrer un nombre relativement limité, puisque après tout, je ne suis qu'un archéologue. Et pour nous autres archéologues, trouver ces beaux objets, c'est rare. Nous sommes avant tout des personnes qui exploreront les poubelles de l'histoire et non pas ces musées. Et de ce fait, ayant fouillé à Ifé depuis 2015, je n'ai jamais trouvé l'un de ces objets en bronze ou en terre cuite qui font la renommée du site d'Ifé. J'en suis d'ailleurs assez satisfait. En commençant ces fouilles, mon premier réflexe a été de dire pourvu que je ne tombe pas sur l'un de ces objets. Parce que tomber sur l'un de ces objets aujourd'hui pourrait signifier un ralentissement de mes travaux et également je voulais en travaillant sur Ifé changer un petit peu le cap. Je voulais essayer d'échapper à la malédiction des beaux objets, si j'ose dire, et me concentrer sur véritablement les dépôts archéologiques, la stratigraphie, la construction de ce site sur la longue durée, et non pas me concentrer sur la découverte de nouveaux beaux objets. De ce côté-là, mes recherches ont été un vrai succès. Donc des objets fascinants, mais en même temps, et je vais y revenir tout au long de cette conférence, très peu de publications détaillées sur le contexte dans lequel ces objets ont été découverts. D'ailleurs, très peu de ces objets ont été découverts dans un contexte, disons, archéologique, par des archéologues, dans un contexte contrôlé. La grande majorité de ces objets ont échappé à l'œil de l'archéologue. Également, ce qui est frappant lorsque vous travaillez sur Ifé aujourd'hui, c'est que les archives matérielles, ces quantités incroyables de matériel, de céramique, d'objets qui ne font pas partie des objets de prestige d'Ifé, ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Sans doute entreposés quelque part au Nigeria, on ne sait pas où. On ne peut pas les retrouver. Et du coup, on est toujours limité dans cette approche qui est la mienne, de vouloir toujours appréhender le travail que les archéologues ont fait avant moi et d'utiliser ce travail pour guider le mien. La mémoire scientifique, fragile, c'est un point également sur lequel nous travaillons. Retrouver les archives des archéologues qui ont travaillé sur Ifé, puisque bien souvent, ils n'ont pas publié
en détail leurs travaux. Ils se sont concentrés sur les objets et non pas sur leur contexte. Donc je vais poser un grand nombre de questions au cours de cette conférence. Je vais essayer de répondre à quelques-unes également. Bien, et nous allons commencer par un personnage que vous connaissez, Frobenius. Ce personnage qui appartient à la fois au XIXe et au XXe siècle, et qui est, on peut dire, le pionnier des études d'IFE, puisque en 1910, lors d'un de ses voyages, de ses nombreux voyages, pérégrinations sur le continent africain, il s'est arrêté plusieurs semaines à IFE pour y collecter des objets, pour y collecter des histoires, pour également décrire et documenter le paysage archéologique tel qu'il existait en 1910. Il a laissé derrière de nombreux écrits publiés, relativement peu traduits en français d'ailleurs, notamment sur IFE. Des notes nombreuses, des croquis, des photographies qui forment aujourd'hui un ensemble d'archives très important pour les études d'IFE et qui sont donc conservées à Frankfurt am Main. Il est également le premier à organiser des fouilles. J'allais dire malheureusement. Fouille, ce serait peut-être un mot d'ailleurs, ce n'est pas exactement le mot qui conviendrait à décrire son travail. Disons qu'il a creusé. Il a creusé dans des endroits où, pour la première fois, il découvre les traces d'une industrie du verre à IFE, quelque chose sur lequel on reviendra. Il a laissé relativement peu de détails sur les découvertes faites au cours de ces fouilles. La majorité des objets qui sont sortis de terre et qu'il a documentés, ce ne sont d'ailleurs pas des objets qui sont sortis de ces fouilles, mais plutôt des objets qui ont été sortis de terre par ses informateurs, qui savaient donc où les trouver. Bien sûr, on pense à l'Holocune, le premier des objets en bronze documentés à IFE par Frobenius lui-même, pour lequel il existe de nombreuses photographies d'époque, de croquis, de peintures. Cet objet qui a fasciné Frobenius et cet objet qui nous fascine toujours, jusque très récemment encore, cette belle étude sur cet objet publiée en 2013 par Africa Archaeology Art sur la matière, sur le métal et le travail du métal de cette tête. Je vais poser quelques questions pour commencer sur l'Holocune. 4 questions. Elles vont peut-être vous sembler un peu étranges. Et les raisons pour lesquelles je pose ces questions deviendront un peu plus claires vers la fin de cette conférence, j'espère en tout cas. D'une part, première question, pourquoi est-ce que cet objet de prestige était enterré dans une forêt sacrée du même nom? Pourquoi est-ce que cet objet était de temps en temps déterré pour certains rituels, puis de nouveau mis en terre? Pourquoi est-ce que cette tête est associée dans le discours local, dans ce qu'on va appeler la tradition orale d'IFE, à une divinité, disons,
un membre du panthéon Yoruba, alors que d'autres représentations très proches sont plutôt associées à la royauté. Pourquoi cette disparité dans la désignation de ces objets? Que signifie également cette ressemblance frappante qui, encore aujourd'hui, nous frappe lorsque l'on voit ce corpus d'objets, ce groupe d'objets en bronze? Ce qui nous frappe, je pense, en premier lieu, c'est la similarité, c'est la similitude, pardon, entre ces objets. Pourquoi? Et finalement, une des questions que pose l'article de 2013, c'est pourquoi est-ce que la datation thermoluminescence du noyau en céramique de cette tête, pourquoi nous donne-t-il une date relativement récente? Ce qui a provoqué de nombreux débats concernant l'origine et l'ancienneté réelle de cet objet. Gardons ces questions en réserve pour plus tard. Ce qui me frappe en tant qu'archéologue, bien entendu, c'est que l'absence d'informations, l'absence de contexte archéologique rend cet objet moins intelligible d'un point de vue historique. Que peut-on en dire? Comment replacer cet objet dans une histoire d'Ifé? Même si on compense partiellement cette absence de contexte par des études excellentes d'ailleurs, de la forme, des matériaux, malgré tout, l'intelligibilité de ce matériel d'un point de vue historique demeure problématique. Et donc j'ai pensé à vous faire un petit haïku. Plus il est beau, plus il est muet. Alors, reprenons un peu l'archéologie d'Ifé au cours du XXe siècle, très rapidement. Bien entendu, on va commencer par la découverte d'un groupe de têtes en bronze dans le compound de Wunmonije, une découverte accidentelle en 1938, comme souvent dans l'histoire d'Ifé, des découvertes accidentelles de ces objets, et donc aucun témoignage, aucun observateur de cette découverte à cette époque. Cette photographie qui date de 1955, je crois, est un petit peu trompeuse, puisqu'on pourrait y voir justement cet ensemble découvert à Wunmonije. Ce n'est pas exactement le cas. Il y a des objets de Wunmonije sur cette photo. Il y a également d'autres objets. Vous reconnaissez ici l'Holokun, par exemple, ou bien ici un masque, le seul masque en bronze connu à Ifé, sur lequel nous reviendrons, qui est souvent connu sous le nom de Obalufon. Donc en fait, cette photographie n'est pas une photographie qui se rapporte directement à cette découverte de 1938, mais qui est simplement une photographie de ces têtes qui étaient réunies au Palais Royal à Ifé, sous la protection de l'ONI de l'époque, qui avait simplement décidé de les conserver, de faire en sorte qu'elles ne soient pas dispersées. Et donc c'est ici un fragment de cet assemblage qui était visible à ce moment-là au Palais Royal d'Ifé. 17. C'est l'essentiel de notre corpus. Échappe donc à tout contrôle
en termes de contexte. En 1947, Bernard Fagg, un nom qui sans doute résonne à vos oreilles, un pionnier de l'archéologie et de la muséologie en Afrique occidentale et notamment dans les colonies britanniques, est nommé responsable des Antiquités, et c'est le début de fouilles plus scientifiques. Plus scientifique ne signifie pas fouille documentée, ne signifie pas non plus, encore moins, fouille publiée. Et très souvent, les travaux de Bernard Fagg sont publiés sous forme d'articles, mais ce sont des articles qui se concentrent sur les découvertes et non pas sur le contexte des découvertes. Ça, c'est une caractéristique de l'archéologie d'IFE, c'est de nous donner très peu de contexte, très peu de détails sur le contexte des découvertes. 1949, Bernard Fagg commence ses travaux à IFE. En 1953, 80 sondages sont organisés dans cette ville. L'ensemble de la ville, d'une certaine manière, une sélection d'endroits est faite, notamment les endroits sacrés, et des sondages sont opérés aux 4 coins de la ville. Pas une publication, pas même une petite archive. On ne sait absolument rien de ce qui a été trouvé à IFE dans ces 80 sondages opérés sous la responsabilité de Bernard Fagg. Quand je dis on ne sait rien, c'est pas tout à fait exact. Willett en parle. On en parle au détour des articles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je le sais. Il y a des échos qui apparaissent dans les archives, mais on aimerait en savoir plus. On nous dit qu'on a découvert des stratigraphies de grande profondeur. On nous parle de découvertes importantes, non pas des découvertes d'objets cette fois-ci, mais des découvertes véritablement de contexte, de stratigraphie, des découvertes archéologiques. Ces découvertes archéologiques, elles ne sont pas documentées. En 1957, c'est l'arrivée à IFE de Frank Willett. Là, on a un tournant, tout de même, dans l'archéologie d'IFE. On a un tournant parce que Frank Willett, c'est un jeune archéologue qui a déjà participé, qui a de l'expérience déjà, et qui est un archéologue de terrain, un archéologue qui connaît son travail d'archéologue. Je peux vous le dire, puisque moi-même, je n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer. Peut-être certains d'entre vous ont eu ce plaisir. Mais j'ai eu, par contre, la chance, avec Léa, qui est ici, de retrouver ses archives et donc de m'y plonger. Et donc, je peux vous dire qu'en effet, il y a un travail d'enregistrement, un travail archéologique très sérieux de la part de Frank Willett. Mais Frank Willett, c'est un archéologue qui tourne mal, si j'ose dire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un archéologue qui devient historien de l'art. D'un point de vue de l'archéologue, c'est un archéologue qui tourne mal. Alors, bon, c'est censé être une plaisanterie, mais prenez-le comme tel. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que les fouilles de Willett, notamment à Itayémou, et j'y reviendrai sur le site d'Itayémou que nous avons eu le plaisir de refouiller ces dernières années, les fouilles de Willett à Itayémou révèlent pour la première fois des objets en alliage cuivreux et en terre cuite dans leur contexte, pour la première fois. Et de ce fait, Willett est, disons, avalé par la machine académique de l'époque, curieuse d'en savoir plus sur ces objets, et non pas véritablement sur leur contexte.
Et Willett fait une carrière d'historien de l'art. Willett passera une partie de sa vie à Northwestern University, une autre. Voilà. Il passe d'archéologue à historien de l'art. Ça se voit dans ses publications. Il y a un grand nombre de travaux de Frank Willett où l'archéologie est discernable en filigrane. Mais le détail des fouilles, le plan des fouilles, des choses relativement simples pour des archéologues qui permettraient de mieux replacer ces découvertes, elles ne sont pas publiées. Les stratigraphies, elles existent. Elles sont dans les archives. Et d'ailleurs, il en publiera au moins une avant sa mort, dans ce CD-ROM dans lequel il essaie de regrouper l'essentiel de son travail en 2004. Mais elles ne sont pas rendues, disons, publiques très tôt. Donc même si Frank Willett est un archéologue sérieux et un archéologue qui connaît son travail et un archéologue qui construit un contexte autour de ces objets, il n'utilise pas véritablement ce contexte, il ne nous le donne pas à lire dans ses publications, ou très peu. En 1971-1973, un autre grand nom de l'archéologie africaine arrive à Ifé, Garlek. Alors là, on entre dans une autre dimension. Garlek est bien connu pour son travail à Grand Zimbabwe, tellement connu d'ailleurs que ça lui a valu d'être, disons, obligé de quitter la Rhodésie, sa Rhodésie dont il était citoyen, parce qu'il s'était heurté au pouvoir rhodésien, au pouvoir blanc de l'époque, en voulant démontrer que Grand Zimbabwe était le résultat d'une civilisation africaine et non pas extra-africaine. Grand Zimbabwe. Garlek arrive à Ifé en 1971, il va enseigner à l'université d'Ile-Ife entre 71 et 73. Il va également conduire un certain nombre de fouilles, 2 fouilles, les 2 seules aujourd'hui qui sont publiées de manière scientifique, en détail, avec tout ce qu'il faut en termes de plans, de stratigraphie. C'est l'exception dans le paysage archéologique d'Ifé. En 1970, ensuite, après les indépendances, le flambeau est repris par des archéologues et souvent des historiens de l'art, d'ailleurs, comme Ikpoeyo, qui poursuivent cette tradition de fouilles pour quelque temps. Eluyemi, Ikpoeyo, des fouilles, mais des fouilles qui ne sortent pas véritablement de l'ordinaire que j'ai décrit auparavant, c'est-à-dire une archéologie centrée autour de la découverte de ces objets de prestige, de ces objets qui font parler d'eux et qui font parler aussi de leurs découvreurs. Et puis, on a un grand vide. Il ne se passe pas grand-chose dans l'archéologie d'Ifé entre 1980 et, je dirais, la deuxième décennie du XXIe siècle. Et puis on entre dans une autre période de l'archéologie d'Ifé, une période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une période très excitante, je trouve, parce que on renoue avec l'archéologie d'Ifé. Et tout particulièrement, je voudrais signaler les travaux de Babalola Babatunde sur l'industrie du verre à Ifé. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver un certain nombre d'articles très récents, en 2017, publiés par cet auteur, qui révolutionnent notre connaissance du verre à Ifé. Pour la première fois,
un archéologue s'intéresse non pas seulement aux beaux objets, mais aux déchets de production de ces beaux objets, les perles d'Ifé. Reconstitue les techniques, reconstitue la technologie, pose les bonnes questions autour de cette archéologie du verre à Ifé. Et notamment des questions sur les matières. Et la découverte d'un fait essentiel, qui est que les perles de verre d'Ile-Ifé sont le produit d'une recette originale du verre. Un verre qui n'est pas le même que les autres verres et qui lui donne une signature chimique bien particulière, qui nous permet aussi de retracer dans l'espace ouest-africain la circulation de ces perles fabriquées à Ifé à l'époque médiévale. Des choses intéressantes. Cela dit, il ouvre aussi un certain nombre de questions, parce qu'on est là plutôt dans une approche archéologique très technique. Qu'en est-il de la chronologie de cette fabrication du verre à Ifé? On n'a pas les réponses. Pourquoi les élites à Ifé se sont-elles investies dans l'industrie du verre? Et pourquoi l'industrie du verre a-t-elle cessé? Une industrie du verre qui fonctionne pendant plusieurs centaines d'années, d'après ce qu'on peut voir aujourd'hui, tout à coup disparaît du paysage. Est-ce qu'elle a été simplement remplacée par le verre importé après l'ouverture du commerce atlantique? Probablement pas. Mais je vous en dirai plus peut-être un autre jour. Parce que je ne vais pas beaucoup parler du verre aujourd'hui. Et puis bien sûr, nous avons Suzanne Blier. Et si vous vous intéressez à Ifé, vous avez peut-être vu ce livre récent, 2015, Art and Risk in Ancient Yoruba, qui est un livre assez unique dans les annales d'Ifé, où nous avons une historienne de l'art qui reprend le dossier Ifé depuis zéro, qui reprend le dossier Ifé, qui reconstitue, qui retrouve le catalogue des objets et qui tente une synthèse de cet art qu'elle essaye de mettre au service de l'histoire d'Ifé. Et vous voyez le sous-titre de ce livre, Ifé, History, Power and Identity, 1300. Intéressant. Intéressant parce que, je vais dire pour la première fois dans l'historiographie d'Ifé, nous avons une tentative de synthèse qui prend en compte non seulement la forme, qui s'essaye aux fonctions, qui s'intéresse également au discours et à la mémoire, qui parle de science et de secrets derrière les techniques, derrière les technologies, qui également utilise le concept de scénographie pour expliquer, pour tenter cette grande synthèse de l'histoire d'Ifé au travers son art. Malgré tout, et c'est ce que je vais essayer de démontrer ici, cette synthèse n'est pas tout à fait complète et satisfaisante. Et la raison pour laquelle elle n'est pas tout à fait complète et satisfaisante, c'est que les objets utilisés ne sont pas bien resitués dans leur contexte chronologique, stratigraphique, archéologique. Et du coup, cela provoque beaucoup d'hypothèses qui ne sont pas bien ancrées dans le temps. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est de trouver un ancrage
dans le temps pour ces hypothèses. Par exemple, on retrouve ici le fameux masque que je vous avais montré sur cette photo des années 50, le masque de Ballophone. Et pour Suzanne Blier, ce masque est tout à fait central dans l'histoire d'Ifé. Ce masque, c'est la représentation d'Obalufon II, tel que le présente la tradition d'Ifé. Le roi qui a encouragé l'installation des fondeurs de cuivre, de bronze, le patron des arts à Ifé. Également, cette personne qui émerge d'une guerre civile à Ifé. Bon. Il est le personnage central de toute cette narration autour de l'histoire d'Ifé. Et moi, je pose cette question de savoir, est-ce que les têtes d'Ifé sont des portraits, même idéalisés? Mais surtout, et je pense que cette question-là est la plus importante, que penser des noms, des identifications de ces objets dans les traditions d'Ifé? Est-ce que Obalufon II est bien Obalufon II? Si oui, alors cette histoire d'Ifé, telle que la présente Suzanne Blier, fonctionne relativement bien. Sinon, eh bien, c'est tout l'édifice qui s'effondre. En gros, la véritable question, c'est celle de la continuité. Pour Suzanne Blier, et nous avons eu l'occasion d'en parler de nombreuses reprises, pour Suzanne Blier, il n'y a aucun doute qu'il y a continuité entre la société d'Ifé de l'époque médiévale et la société d'Ifé contemporaine. En termes dynastiques, en termes d'histoire, bien sûr, les choses ont changé, mais il y a ce fond, cette continuité entre la période médiévale et la période contemporaine. Et c'est cette continuité que je voudrais critiquer aujourd'hui. Mais tout d'abord, on peut se poser la question de savoir pourquoi refouiller Ifé. J'espère vous avoir donné déjà quelques petites indications. Je pense qu'il est important de refouiller Ifé parce qu'il est important d'essayer de réutiliser toutes ces données archéologiques qui ont été mal publiées, peu publiées, mais qui existent quelque part dans les archives que nous essayons de mettre à jour et de reprendre ce dossier et de reformuler une archéologie d'Ifé qui soit une synthèse à la fois d'une archéologie contemporaine et d'une approche archéologique du XXe siècle. Ce qui m'a motivé en tout premier lieu à revenir à Ifé, c'est cette carte, ce plan d'Ifé que l'on retrouve dans tous les manuels, si j'ose dire, d'histoire de l'Afrique. Le plan d'Ifé, les murailles d'Ifé, les murs d'Ifé, les enceintes d'Ifé. Pourquoi j'étais intéressé? Parce que lorsque pour la première fois j'ai vu ce plan, j'y ai vu une ville médiévale. J'y ai vu quelque chose qui me semble tout à fait familier en tant que Français dans ce paysage de ville dont les murs grandissent au fur et à mesure où la population grandit. Et puisque j'étais intéressé par l'histoire médiévale urbaine, Ifé me semblait un lieu particulièrement intéressant. Ce plan, il a été levé par Ozanne en 1969. Paul Ozanne, un autre archéologue qui a laissé son empreinte dans l'histoire, dans l'historiographie de l'archéologie en Afrique de l'Ouest. Et il a été réutilisé et modifié par Willett jusqu'à sa mort
et jusqu'à la publication en 2004 de ce corpus dont je vous parlais. Je n'ai pas été déçu du voyage, si j'ose dire. Lorsque on a commencé à fouiller en 2015, persuadé que nous étions en train de fouiller une enceinte médiévale, très rapidement, nous sommes aperçus que nous fouillions une enceinte du 19e siècle. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, toutes les enceintes sont du 19e siècle. Et donc nous n'avons pas ici une image d'une Ifé médiévale, d'une Ifé qui correspond à ces objets que l'on connaît, mais une Ifé du 19e siècle, une Ifé qui correspond à cette période bien particulière de chute de l'empire d'Oyo, d'insécurité, de guerre civile dans le monde Yoruba, où les villes, de nouveau, se recouvrent, se protègent avec des enceintes. Malgré tout, les enceintes demeurent intéressantes pour l'archéologue de la période médiévale. C'est ce que j'ai rapidement découvert lors de ces fouilles. Pourquoi ? Aujourd'hui, la ville d'Ifé, c'est, grosso modo, 500 000 habitants. Une grande ville. Une ville couverte de bâtiments en ciment, de routes. Il ne reste plus grand-chose du patrimoine d'Ifé. Il ne reste plus grand-chose de l'Ifé médiéval qui soit accessible à l'archéologue. Mais il reste quand même des endroits où on peut y accéder, ce sont sous les enceintes du XIXe siècle. Les enceintes du XIXe siècle, elles forment comme une protection, un talus qui recouvre en fait des couches plus anciennes, qui n'ont pas été impactées par les développements urbains du XXe siècle. Et donc, d'une certaine manière, se concentrer sur les enceintes, ça n'était pas une mauvaise idée. Les enceintes ne sont pas de l'époque médiévale, mais elles recouvrent les traces de la période médiévale. Alors, pourquoi reprendre les fouilles à Ile-Ifé ? Vous l'avez bien compris, un intérêt pour la chronologie, pour la stratigraphie, reconstituer une histoire d'Ifé, puisque nous ne sommes pas satisfaits par l'histoire, le canevas tel qu'il existe aujourd'hui. Reconstituer une archive de la recherche. Et surtout, en fin de course, reproposer et proposer une relecture historique, cette fois-ci, ancrée dans le temps de ces objets dont nous parlons. Passons aux fouilles. Le premier site que nous avons exploré à Ifé, c'est le site d'Itayemu. Pourquoi avons-nous choisi Itayemu ? Eh bien, nous avons choisi Itayemu non seulement parce qu'il y a ce riche héritage. Itayemu est le site sur lequel Willett arrive en 1957 et découvre pour la première fois ces objets qui sont dans leur contexte, des bronzes, des figurines en terre cuite. L'un des rares endroits où ces objets seront documentés in situ. C'est aussi un endroit que Willett a rendu accessible encore jusqu'à aujourd'hui parce que dans les années 1950, après la découverte de ces objets à Itayemu, il y a un effort, l'État rachète les terres à leurs propriétaires et transforme cet espace en une réserve archéologique qui aujourd'hui appartient encore aux musées nationaux du Nigeria. Et donc un espace public, un espace fédéral, sur lequel obtenir la permission de fouiller est relativement aisé. Chose importante lorsqu'on fouille à Ifé, l'accès. Ce que vous voyez ici, donc, c'est le fossé, tel qu'on le voit, ou on ne le voit pas, à Ifé aujourd'hui.
à Itaïemou plus particulièrement. Alors, Willett, il travaille relativement longtemps sur ce site d'Itaïemou. Il y fait plusieurs choses. D'une part, il travaille sur ces découvertes qui au départ sont des découvertes accidentelles, faites par des travailleurs qui creusent des fondations comme à chaque fois et qui trébuchent, j'allais dire, sur ces trésors archéologiques. Cette fois-ci, Fagg est là pour intervenir, pour arrêter les travaux. Un archéologue est appelé, et ce sera Willett. Et donc, il y a ce travail d'archéologie horizontale, d'archéologie de contexte, pour retrouver, pour mettre à jour ces objets qui, comme vous le voyez, sont associés à ces pavements qui deviendront également des symboles importants de l'espace médiéval à Ile-Ife. Il y a donc toute cette littérature autour des découvertes de Willett à Itaïemou, et notamment quelque chose d'important qui est un autel effondré au-dessus de ce pavement. Autel Shrine. Et puis, en 1963-1964, il y a cet autre aspect du travail de Willett à Itaïemou, qui est une grande tranchée au travers cette fortification, cette enceinte qui traverse le terrain d'Itaïemou. Et ça, c'est un aspect de son travail beaucoup moins connu, parce que non publié. Très important pour nous, qui nous intéressons justement à cette stratigraphie, à cette profondeur, à cette dimension diachronique des dépôts à Ile-Ife. Et donc ce sont dans ces archives que nous allons retrouver les traces de cette fouille. Voilà une petite photo d'Itaïemou tel qu'il existe aujourd'hui, en tout cas en 2015, ça n'a pas beaucoup changé. Vous voyez ici la trace laissée par le fossé et son talus. Je vous montrerai des photos vues d'un angle différent qui vous permettront de mieux réaliser de quoi on parle. On peut également voir aujourd'hui à Itaïemou, sous cette construction, le fameux pavement, celui que l'on voit ici, sur cette photo, le pavement mis à jour par Willett et autour duquel il construira un petit muret en pierre et un toit de manière à protéger cet endroit. Cet endroit existe toujours. Mais aujourd'hui, évidemment, le terrain, même s'il appartient à l'État fédéral, c'est graduellement couvert d'autres bâtiments de fonctions diverses et variées. Et donc l'espace d'Itaïemou s'est rétréci. Malgré tout, c'est dans cet endroit qu'en 2015, nous commençons un certain nombre de fouilles pour commencer une tranchée au travers le mur d'enceinte, et puis un petit peu plus loin également, un sondage. Et il faut bien se rendre compte qu'au moment où nous fouillons à Itaïemou, nous n'avons aucune idée de là où Willett a fouillé. Il n'existe pas de plan de fouille. Il n'existe que des mots, peu de mots. Il n'existe pas d'indices qui nous permettent de savoir si nous fouillons sur une ancienne fouille de Willett ou pas. Alors, juste un petit commentaire ici. Donc, vous voyez ce sondage. Ce sondage, nous l'avons ouvert au-dessus donc, du talus. Et je reviendrai à ce sondage, parce que ce sondage, il est fondamental dans la compréhension justement de la chronologie d'Ife. Ce que l'on voit ici, c'est un petit pavement. Ici, un aménagement de surface qui correspond au pavement. Donc ici, à ce niveau-là, nous sommes
au niveau des pavements tels que Willett les avait mis à jour un peu partout sur le site d'Ile-Ife. Ce qui a été vraiment un moment de joie, ça a été le moment où nous avons réussi à retrouver les traces des fouilles de Willett et la redécouverte plus particulièrement d'une limite de fouilles de Willett. Et puis, ces limites de fouilles nous ont amenés à ces archives. Et c'est une mine que nous continuons à explorer aujourd'hui. Donc voici la photo, donc une des photos. Il y a, heureusement, dans les archives, nous avons retrouvé de nombreuses photos, toutes inédites, bien sûr, de cette fouille du mur d'enceinte à Itayemu. Et vous avez ici mon petit sondage. Et puis, vous voyez, mon petit sondage, il s'interrompt par une ligne bien droite. Le pavement est coupé par une ligne bien droite, ici. Eh bien, cette ligne bien droite, elle correspond à la limite de la fouille de Willett en 1963-1964. Et en fait, ce petit morceau de pavement que nous avons ici, c'est la suite de ce pavement que vous voyez ici sur la photo de 1963-1964. Alors voilà, Itayemu nous a permis de faire une sorte de synthèse des découvertes de Willett et des nôtres. Essayer de faire se parler ces enregistrements archéologiques des années 63-64 et les nôtres. Et c'est dans ce dialogue, d'une certaine manière, qu'il nous est apparu un fait très important qui, je pense, change radicalement notre approche, notre compréhension de l'histoire d'Ife et donc de l'histoire de ces objets d'Ife. Et c'est là où ça commence. Pourquoi donc toutes ces choses sont importantes? Eh bien, tout commence par, une fois de plus, cette photo. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo en noir et blanc? Eh bien, pas grand-chose, vous allez me dire. On voit un pavement, ici, et puis on voit donc cette couche de terre qui recouvre ce pavement. Comme c'est une photo en noir et blanc, on ne se rend pas véritablement compte, on ne comprend pas vraiment pourquoi c'est important. Alors, reprenons maintenant un profil de notre sondage maintenant, juste à côté du sondage de Willett. Et ce que nous voyons donc ici, ce sont nos pavements, nos surfaces aménagées. Et juste au-dessus, donc, nous voyons cette couche sombre, ce niveau organique qui circule. Eh bien, c'est ce niveau organique que l'on retrouve également sur la photographie d'Ife de cette fouille de Willett en 1963-1964. Lui-même avait remarqué qu'au-dessus des pavements, il y avait cette couche organique bien différente à la fois de ce qu'il y avait en dessous et de ce qu'il y avait au-dessus. Ce qu'il y a au-dessus, ce sont bien sûr les talus construits au XIXe siècle. Donc, ce que nos fouilles et celles de Willett mises ensemble ont démontré à Ile-Ife, c'est que nous avons donc ces pavements, et sous ces pavements des niveaux du XIIe siècle, du XIIIe siècle, des pavements du XIVe siècle, et au-dessus, une couche organique. Quel est le sens de cette couche organique? Eh bien, de toute évidence, il s'agit d'une couche qui marque une rupture dans l'habitat à Ile-Ife,
une couche qui marque une période d'abandon du site. Je vais en reparler. Vous retrouvez sur cet autre profil ici, donc cette couche organique qui vient recouvrir ces aménagements du XIVe siècle, qui sont les aménagements du XIVe siècle qui eux-mêmes sont placés au-dessus de terres damées assez profondes, une sorte de fondation pour ces aménagements de sol, que ce soit ces aménagements en pierre ou bien ces pavements. Et ces structures elles-mêmes recouvrent donc des fosses qui sont très riches en matériel, qui sont également très riches en couches horizontales de charbon et qui ont été fouillées notamment par Léa Roth, qui est ici dans cette salle, que je remercie, même si elle n'avait pas son casque ce jour-là, mais on va rectifier ça. Voilà. Alors, donc cette fouille à Itayemu change un peu la donne. Elle change un peu la donne parce que on s'aperçoit aujourd'hui que, eh bien, il n'y a peut-être pas continuité, après tout, entre l'Ifé médiéval et l'Ifé contemporain. Et peut-être que cela aussi change la donne au niveau de l'interprétation du matériel. En effet, cela change la donne. Comment expliquer cette couche organique? Eh bien, voici un peu le diagramme que nous proposons pour expliquer ce processus et la formation de cette couche organique. Cette couche organique, elle est, on peut la décrire comme une couche humique, hein, une couche riche en matériaux organiques. Et cette couche organique, elle est le résultat d'un processus assez complexe, qui est d'abord un processus d'abandon, c'est-à-dire que les gens sont partis de cet endroit d'Ile-Ife, tout du moins. Puis la forêt, la végétation a repris ses droits, de l'humus s'est formé, puis les hommes sont revenus, mais cette fois-ci ils sont revenus comme cultivateurs. Ils ont défriché, ils ont également cultivé sur brûlis, ce qui explique que dans cette couche on trouve beaucoup de petits morceaux de charbon et notamment des noix de palme calcinées par exemple. Et puis ils se sont réinstallés à Ile-Ife. Ça, c'est important parce que cela remet cela remet en perspective ces objets d'Ife. Je vais y revenir. Alors évidemment, mais je ne vais pas insister sur cette partie-là, l'abandon d'Ife, ça n'est pas n'importe quel abandon. Je vais y revenir parce que c'est important. Cet abandon d'Ife, il est la seule raison pour laquelle nous avons de beaux objets à Ile-Ife, en surface, abandonnés. Sans cet abandon, et sans cet abandon, j'allais dire, brutal, abrupt, sans cette panique qui s'empare des gens d'Ile-Ife à cette période du XIVe siècle, il n'y aurait pas de découverte d'objets en métal cuivreux à Ile-Ife. Comme vous le savez, nous autres archéologues, nous ne trouvons pas tous les jours des objets, de beaux objets dans nos dépôts archéologiques. Il y a une raison pour cela, notamment lorsque ce sont des objets en métaux cuivreux. Ils sont recyclables et on les recycle, ils sont précieux, ce sont des objets de prestige, ce ne sont pas des objets que l'on jette derrière soi. Pourquoi donc retrouve-t-on ces objets à Ile-Ife? On retrouve ces objets à Ile-Ife parce qu'à un moment particulier de son histoire, Ife a été abandonnée, mais elle a été abandonnée dans un moment de grande panique. Les gens sont partis en laissant derrière eux
des choses importantes, soit parce qu'ils pensaient revenir, soit parce qu'elles étaient trop encombrantes pour les prendre avec eux. Mais ils ne sont pas revenus. Alors, je vais vous épargner la petite leçon sur les travaux que nous menons concernant la seconde pandémie de peste et l'hypothèse sur laquelle nous travaillons que cette pandémie de peste n'a pas seulement concerné l'espace méditerranéen, nord-africain ou le monde islamique ou le monde européen, mais qu'elle a été une vraie pandémie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une maladie qui a concerné très largement le vieux monde pendant cette période du XIVe siècle, y compris l'Afrique subsaharienne. Alors, qu'est-ce que cela change? Tout. Tout. Pourquoi? Eh bien, d'une part, cela nous permet, d'un point de vue macro, je vais d'abord me placer dans une sorte de perspective vue du haut. Vue du haut, eh bien, ça change un petit peu la perspective parce que tout à coup, on s'aperçoit que c'est ce centre de pouvoir, ce centre d'attraction de populations assez diverses, ce lieu important à la frontière entre la zone de savane et la zone de forêt, qui contrôle sans doute un espace très large, mais qui est également en contact avec des réseaux très étendus, le long duquel circulent notamment ces métaux cuivreux, ces objets qui font le prestige de ces élites qui existent dans ces centres urbains tout au travers de l'Afrique de l'époque. Mais bien entendu, qui dit réseau dit circulation, mais circulation également de choses moins goûteuses, et notamment des pathogènes. Et donc, pas du tout étonnant, d'une certaine manière, que IFE, qui est au centre d'un réseau de circulation de biens de prestige ou de matières de prestige ou de matières à prestige en Afrique de l'Ouest, est également concerné par une pandémie. Au travers les réseaux circulent les hommes, les biens, les pathogènes. Ça nous permet de repenser un petit peu IFE et sa place dans le vieux monde. Mais ce qui est vraiment très intéressant, je pense, c'est également la réflexion à un niveau plus micro, à un niveau plus centré sur les objets d'IFE. Et là, vous vous souvenez des questions que j'ai posées au départ, au début de cette conférence, des questions concernant l'holocun, les questions concernant le verre, les questions concernant l'identification, la continuité, l'identification de ce masque à Obalofun et son sens historique. Comment est-ce que cette petite découverte, la découverte de cette couche organique qui sépare l'IFE médiéval de l'IFE moderne, comment est-ce qu'elle change notre perception de ces objets et la place de ces objets dans la chronologie d'IFE? Je vais essayer de répondre à quelques-unes de ces questions. Je ne vais pas toutes les reprendre parce que ce serait un peu laborieux. Mais commençons par la tête dite holocun. Pourquoi est-ce qu'elle est enterrée? Eh bien, regardons un petit peu ces photos qui sont des photos jamais publiées, jamais vues, puisque personne ne s'est véritablement intéressé aux archives de Willett, même les gens qui ont écrit le gros livre sur IFE. Ces photos sont des photos intéressantes qui montrent un objet, une tête en terre cuite, in situ. Qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que ces objets de prestige d'IFE, qui se ressemblent un peu tous, on les trouve très proches de la surface, à tel point qu'ils
dépassent de la surface. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot trébucher tout à l'heure, en disant les ouvriers, ils ont trébuché sur les trésors d'Ifé. Parce que véritablement, ils sont proches de la surface. Et ils sont posés sur des pavements, ici, à Itayemo. Des pavements, rappelez-vous, du XIVe siècle. Aucun objet à Ile-Ife n'a été trouvé en profondeur. Tous les objets, qu'ils soient de cuivre ou de terre cuite, pour lesquels nous avons un contexte, ce sont des objets qui ont été trouvés dans cette position, telle que Willett les a vus à Itayemo. Donc l'Holocune était enterré parce que les gens l'ont trouvé enterré. Les gens sont tombés dessus. Les personnes qui ont recultivé les terres d'Ifé, puis qui se sont appropriées de nouveau cet espace à partir du XVIIe siècle, ils sont aussi les redécouvreurs de ces objets d'Ile-Ife. Ils sont tombés dessus, littéralement. En travaillant la terre, en construisant leurs maisons. Et c'est ainsi que sont nés des lieux sacrés autour d'Ile-Ife, des lieux qu'on n'expliquait pas parce que associés à ces objets que l'on ne comprenait pas. Mais vous savez, on dit toujours la nature a horreur du vide. L'esprit humain aussi a horreur du vide. Et on a vite fait de replacer les objets inconnus dans notre vue du monde, dans notre mythologie. Ces objets, tout naturellement, ont retrouvé une place dans le monde des hommes et des femmes qui ont redécouvert Ifé à partir du XVIIe siècle. Et donc, on enterre cette tête parce qu'on l'a trouvée enterrée, tout simplement. De même que lorsque on nous dit près du Niger qu'il y a ces statues, ces objets en bronze que régulièrement on sort et on lave avec de l'eau du Niger et du gravier du Niger, c'est peut-être un indicateur que finalement on les a trouvés dans le Niger, ces objets. Donc, les objets de prestige, et notamment les objets en alliage cuivreux, ne sont pas des objets que l'on trouve tous les jours. On est d'accord. Sauf éventuellement, pour les archéologues, dans les tombes, des dépôts particuliers, comme ceux par exemple d'Igbo-Ukwu. Là, on a un contexte funéraire autour de ces objets en cuivre. Mais au-delà de ces contextes funéraires, il n'y a pas de cuivre dans l'archéologie. J'exagère un peu, hein, mais disons qu'il y a peu de cuivre dans les contextes archéologiques ordinaires de l'Afrique médiévale. C'est tout à fait normal. Une fois de plus, le cuivre et ses alliages, il est justement caractérisé par sa préciosité, mais aussi par le fait qu'on le refond, on le reforme. Il est toujours à la mode. Il ne se démode jamais. On le transforme. L'abandon d'Ifé dans la panique, je pense que c'est la seule manière d'expliquer ce que nous voyons. Tous ces objets de prestige en surface, juste sous la surface, dans cette couche organique qui recouvre les vestiges du XIVe siècle. C'est ça la clé des objets d'Ifé. C'est ça qui explique aussi qu'ils se ressemblent tous. C'est ça qui explique pourquoi on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. Et donc, ce que je propose, c'est que l'on cesse de parler d'Ifé. Vous savez, Ifé, 8e, 16e siècle. Ifé médiéval, 8e, 16e siècle.
je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens, en fait, de rétrécir cette chronologie, et de rétrécir notamment la chronologie de ces objets d'IFE. On peut dire, les objets d'IFE tels que nous les connaissons aujourd'hui, ils apparaissent et ils sont liés à des contextes du XIVe siècle, sauf preuve du contraire. Donc ce sont des objets du XIVe siècle, en tout cas des objets qui sont utilisés dans des contextes du XIVe siècle. Certains peuvent être plus anciens, mais ils ne peuvent pas être plus récents. Vous me direz, tout ça est bien beau, Itayemu, quelques mètres carrés, de qui se fiche-t-on? C'est la raison pour laquelle cette mission existe. Parce que ce que nous avons trouvé à Itayemu, nous l'avons vérifié ailleurs. L'année dernière, nous avons ouvert un deuxième site, sous une autre enceinte, à Okeatan, un site que personne n'a jamais fouillé, celui-ci. Eh bien, sous l'enceinte du XIXe siècle, nous avons trouvé un certain nombre de dépôts archéologiques, notamment des fosses, mais aussi des sols, qui datent du XIIe, du XIIIe, du XIe siècle. Et puis nous avons trouvé une fosse du XIVe siècle. Et cette fosse, elle est recouverte d'une belle couche d'humus. Même profil stratigraphique qu'à Itayemu. Cet été, dans quelques semaines, nous repartons à Ife pour un troisième site. Vérifier, une fois de plus, que ce profil que nous avons vu dans deux sites différents d'Ile-Ife, on le retrouve sur un troisième site. Et puis on va s'arrêter là. On va laisser la place à d'autres ensuite pour éventuellement vérifier cette hypothèse. Mais je pense que si on trouve de nouveau cette même séquence stratigraphique sur un troisième site d'Ile-Ife, on aura un argument solide sur cet abandon. Et lorsqu'on y pense, cet abandon, il fait du sens. Il nous permet tout à coup de comprendre pourquoi ces objets existent, pourquoi on les a retrouvés, comment on les a retrouvés. Et le discours local autour de ces objets, très important. Pourquoi est-ce qu'il y a cette variation du discours autour de ces objets? Pourquoi des objets qui semblent aux historiens similaires, ils apparaissent dans le discours, dans des discours locaux de manière différente? Eh bien parce que les contextes de découverte de ces objets par des gens qui, une fois de plus, ont trébuché dessus, sont différents. Parfois, ils ont été découverts dans des lieux sacrés ou bien dans des lieux interprétés comme des lieux sacrés. Et donc, ils ont pénétré un discours religieux, ils ont trouvé une place dans le panthéon des orishas. Parfois, on les a trouvés à côté de la cour du roi. Et ils ont pris une autre dimension, ils ont pris une dimension politique, ils ont pris une dimension royale. Et puis, le pouvoir à Ile-Ife, et là il faudrait reprendre l'histoire de la réoccupation d'Ife et du contexte de la grande concurrence spirituelle, politique, entre Ife reconstitué au XVIIe, XVIIIe siècle et Oyo, au nord. Au sein de cette, si l'on pense à cette concurrence, retrouver ces objets, les replacer, refaire, les réclamer comme étant les preuves de l'ancienneté des gens d'Ife, c'est un outil politique formidable. Un outil politique formidable qu'ils utilisent encore aujourd'hui, qu'on utilise encore aujourd'hui. Si vous allez rencontrer l'Oni d'Ife, il va vous parler de cela. Il va vous démontrer comment cet endroit est le centre du monde et qu'il est le centre du monde parce que le monde y est né et que la raison pour laquelle il vous dit que le monde y est né, c'est qu'on a la preuve archéologiquement de cela. Et d'ailleurs, nous sommes les bienvenus à Ife pour démontrer cette continuité
nous sommes les bienvenus jusqu'à aujourd'hui. J'en ai bien peur. Donc on comprend également qu'il y a mobilisation de ces objets pour des objectifs politiques, des objectifs religieux. Et je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais la projection de l'IFA sur le monde Yoruba serait-elle possible sans justement ces objets, sans la réintégration de ces objets découverts à partir du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, la réintégration de ces objets dans un discours historique d'Ifé qui place Ifé au centre du monde. Une place que les archéologues ont d'ailleurs peut-être contribué, eux aussi, à entériner. La morale de l'histoire. Non, ben oui, ça c'est un petit problème de montage. Bon, parlons du masque. Eh bien, le masque de Balafon, il ne peut pas être au Balafon, à mon sens. Parce qu'il y a ce fossé qui existe entre l'époque médiévale et l'époque moderne. Soit au Balafon existe, faisait partie, disons, des traditions historiques, des personnes qui se sont installées à Ifé au XVIIe siècle. Et dans ce cas-là, eh bien, oui, il est possible qu'il soit un personnage historique, mais il n'est pas lié à ce masque. Il n'est pas lié à cet objet, qui lui est un objet du XIVe siècle. Je pense que les historiens de l'art doivent prendre en compte cette déconnexion que nous avons découverte pour faire du sens, pour reprendre ces objets et reformuler un contexte pour ces objets. On ne peut pas aujourd'hui construire une histoire d'Ifé, une histoire basée sur la culture matérielle qui soit fondée sur le couple objet-tradition autour des objets. Ce sont deux choses distinctes. Et donc l'historiographie d'Ifé, telle qu'on la connaît, est en grande partie une imposture. Involontaire. Peut-être construite, d'une certaine manière. Peut-être politiquement construite, mais une imposture. Et donc je propose tout simplement cette démarche transdisciplinaire qui apparaissait dans mon titre, c'est-à-dire la nécessité de réinventer la façon d'interpréter des objets de prestige tels que ceux d'Ifé, en adoptant une méthodologie qui soit une fusion, si j'ose dire, de concepts développés par différentes disciplines. L'histoire de l'art, l'anthropologie, l'archéologie. On ne peut pas véritablement faire du sens à partir de ces objets, chacun dans son coin. Ça ne fonctionne pas. Et donc, je propose, d'une certaine manière, que lorsqu'on pense à ces questions, on pense notamment à ces concepts. On pourrait en faire une liste bien plus développée, bien plus savante et bien plus adaptée. Mais ce sont quelques concepts ou quelques questions en filigrane de ces mots qui, moi, me sont chers lorsque je pense aux objets. Je pense bien sûr à leur forme et à leur fonction. Je pense évidemment à la matière en tant qu'archéologue. Je pense à
à la science, à la technologie, derrière la matière, derrière l'objet. Je pense également au secret. Pourquoi le verre a-t-il disparu d'Ile-Ife? Eh bien, très probablement parce que le secret du verre, il était gardé par très peu de gens. Très peu de gens qui savaient, qui connaissaient le déroulé de toute la chaîne opératoire depuis les éléments géologiques qui proviennent de la région d'Ife, jusque la science du feu, la science de l'étirement de ces perles. Très peu de gens connaissaient, et peut-être personne ne connaissait, l'ensemble de cette chaîne. Dans le cadre d'une crise démographique, dans le cadre de cette panique, on peut imaginer que des éléments disparaissent, que quelques individus qui ont la connaissance, qui ont le secret, disparaissent avec leur secret. Plus de verre en pays Yoruba. La stratigraphie, la diachronie, c'est important. Le discours, la mémoire. Pourquoi est-ce que les communautés ont un discours autour de ces objets? Pourquoi ils leur donnent des noms? Quel est le sens de ces noms? Quelle est l'histoire de ces noms? La circulation, bien sûr, de ces objets et des matières qui les composent. La scénographie, le contexte, voyez-vous, le travail de Willett autour de cet hôtel effondré, très important. Un hôtel effondré, un hôtel qui était en matière végétale, avec ses statues, ses têtes au-dessus, telles qu'on le voit dans certaines céramiques d'Ile-Ife, où on voit ces petits hôtels avec des têtes au-dessus. Eh bien, il l'a découvert in situ. Cet hôtel s'est effondré au bout de quelques mois, quelques années. La matière végétale a pourri, les objets se sont effondrés, sont tombés sur le pavement. Voilà, si l'on remet en place cette scénographie, on comprend mieux cette période de panique qui caractérise la fin de l'Ife médiéval. Et donc, il me reste à vous remercier au nom de toute l'équipe de la mission archéologique d'Ife-Shumbo. Et je voudrais notamment souligner le rôle important du co-directeur de la mission, Adissa Ogunfolakan, qui est le directeur du Muséum d'histoire naturelle de l'Université d'Ile-Ife et qui est mon égal dans cette aventure à Ile-Ife. Cette aventure qui ne pourrait pas d'ailleurs avoir lieu sans le soutien du ministère des Affaires étrangères, qui finance cette mission, et tous nos partenaires nigérians et français, nos partenaires privés également, qui tous ont mis des billes dans cette aventure. J'espère que cette aventure se poursuivra encore pour quelques années, et je pense que même si elle ne se poursuit pas, nous avons posé notre petite pierre dans l'histoire d'Ife et dans le discours académique autour des objets d'Ife. Merci. Merci beaucoup Gérard pour cette intervention passionnante. Maintenant que les objets d'Ife ont d'une certaine manière disparu, on verra si l'histoire de l'art peut renaître de ses cendres ou pas. On a maintenant un petit peu de temps pour des questions et pour une discussion, donc n'hésitez pas. Si vous voulez contester les hypothèses présentées, par exemple. J'aimerais revenir sur la peste et savoir si on fuit la peste comme on fuit un tremblement de terre. Et est-ce que quand il y a une pandémie de peste, on ne meurt pas sur place? Est-ce qu'on n'aurait pas dû retrouver des corps? Et est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça d'autres cités abandonnées où on retrouve les mêmes cas de figure en fait?
voulez que je réponde maintenant? D'accord. Bien. Alors, c'est un sujet que j'ai essayé de ne pas aborder. Vous en êtes les témoins. C'est un sujet qui m'est cher, bien entendu. C'est un sujet coûteux également, en temps en tout cas. Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Tout d'abord, l'élément comparatif. C'est-à-dire que Ifé est-elle la seule ville pestiférée d'Afrique subsaharienne? La seule, est-ce que Las, est-ce que c'est le seul endroit où nous pouvons pointer du doigt la possibilité de la peste? Eh bien non, bien entendu. Nous avons une équipe qui est présente en partie ici d'ailleurs, qui a planché sur cette question depuis quelques années dans le cadre d'un projet qui s'appelle Globe Africa, dont la peste est l'une des composantes, un projet ANR. Et nous allons sortir, j'espère d'ici la fin de l'année, 4 articles qui font un peu le point sur cette question. Et sans vouloir vous dévoiler l'ensemble de ce qui sera dit dans ces 4 articles qui vont être publiés dans une excellente revue, Afrique. Nous avons des spécialistes de l'Éthiopie, des spécialistes du Sahel, des spécialistes également du lien entre génétique et histoire qui vont participer à ce dossier. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'en effet, il y a une concordance au travers l'ensemble du continent africain entre l'abandon de cités importantes dans l'histoire de l'Afrique. Je peux vous citer Djene Djeno, par exemple. Je peux vous citer Kilwa. Je peux vous citer Grand Zimbabwe. Je peux vous citer un certain nombre de grands noms de l'histoire, de grandes villes de l'histoire de l'Afrique qui ont une importance dans l'historiographie de l'Afrique médiévale, qui sont toutes abandonnées autour de cette période. Évidemment, ça peut être contesté, mais les découvreurs eux-mêmes, j'en ai beaucoup parlé avec Susan McIntosh, par exemple, pour Djene Djeno, elle-même, dans ses écrits sur Djene Djeno, avait mentionné la possibilité de la peste. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une transformation régionale, continentale des réseaux urbains à cette période-là. Le dernier en date à être documenté, c'est bien sûr Sam Nixon's, son livre sur Esuktanmeka, cette ville située juste au sud du Sahara, une ville qui semble être abandonnée également à la fin du XIVe siècle. Donc il y a un faisceau d'évidence, je dirais, un faisceau de preuves que nous poursuivons. Alors ce faisceau de preuves, c'est avant tout cette étude un peu macro sur les changements dans les réseaux urbains, les abandons de villes et les nouvelles villes qui surgissent de cette période, après cette période. Il y a également une dimension génétique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sera un élément important de notre démonstration dans cette série d'articles. Il y a également la question des corps dont vous avez parlé. Alors, il est vrai que lorsque l'on pense à la peste, on pense bien entendu au grand cimetière britannique de Londres. C'est mass graves, comment on appelle ça, le nom m'échappe en français tout à coup, les charniers. Et on pourrait dire que on ne connaît pas beaucoup d'exemples similaires en Afrique. C'est vrai.
ne connaît pas beaucoup non plus d'exemples similaires à celui de Londres ailleurs en Europe. Il est assez remarquable parce qu'il a été préparé à l'avance. Ces grandes tranchées, elles ont été préparées par les autorités civiles avant même que la peste ne frappe Londres, ce qui a permis de les utiliser. Lorsque la maladie arrive, lorsque les morts s'entassent, il arrive un moment où on ne peut plus faire face. On n'arrive plus à les enterrer. C'est le discours typique que l'on rencontre dans toutes les sources qui sont liées aux épidémies de peste, que ce soit la première ou la deuxième ou la troisième. Il arrive un moment où on ne peut plus faire face. Et lorsqu'on ne fait plus face, eh bien, soit on jette les corps dans les rivières, soit on s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre dans les puits, soit on fuit, on s'en va. Alors, je n'étais pas là dans l'Afrique du XIVe siècle. Je ne suis pas sûr de la manière dont ça s'est déroulé, mais j'imagine que si cette maladie est arrivée, elle a été perçue comme une attaque spirituelle formidable. Et les gens, lorsqu'ils sont confrontés à la mort, et notamment à la mort à une échelle anormale, leur réflexe, en tout cas tel que j'ai pu le documenter pour l'Afrique du 19e siècle et pour une autre maladie, pour la variole notamment, le réflexe c'est de partir. Le réflexe c'est de partir et de s'installer ailleurs. Et donc on laisse les gens derrière, souvent en surface. C'est là où les fouilles de Garlake, par exemple, sont intéressantes. Parce qu'il a trouvé des gens en surface, associés à des contextes du XIVe siècle. Il a aussi trouvé des accumulations de crânes, des choses anormales qui semblent montrer que les gens ont essayé de résoudre spirituellement cette crise. Mais ils n'ont pas réussi à faire face. Les élites sur place n'ont pas réussi à maîtriser le fléau, ce qui a probablement entraîné leur perte également. Il y a un point qui est vraiment intéressant, c'est un ensemble de corps, à peu près 40 individus, retrouvés par Graham Connor dans sa fouille de Benin City, une fouille qu'il effectue dans les années 60, qu'il documente dans son livre de 1975 sur l'archéologie de Benin City. Il a trouvé au fond d'un puits, qui n'était pas un puits, un réservoir très profond, 40 pieds si je ne m'abuse. Il y a trouvé donc une accumulation de restes humains. À l'époque, il les a interprétés comme étant peut-être le résultat de sacrifices humains. Évidemment, on est à Bénin, dans un passé colonial proche, on ne peut penser qu'au sacrifice humain, n'est-ce pas? Moi, je conteste cette analyse parce que l'analyse ostéologique, par exemple, a montré qu'il n'y a aucune marque de violence sur ces corps. Il y a tout un contexte archéologique également autour de ce dépôt qui nous indique que c'est un dépôt catastrophique, que c'est un dépôt de gens qui ont été jetés dans ce puits lors d'une période de crise. Deuxième moitié du XIVe siècle. C'est peut-être un élément. Alors, j'ai travaillé sur ce cas parce que j'ai retrouvé ces ossements. Ça fait partie d'une des rares archives physiques sur laquelle j'ai pu remettre la main lors de mon séjour au Nigeria. Et j'ai donc fait des prélèvements sur ce matériel que j'ai envoyé au laboratoire de génétique avec lequel je travaille au Canada et en Californie.
Malheureusement, on a trouvé aucune trace d'ADN, même pas de l'ADN humain, pour vous dire qu'on n'a pas trouvé non plus d'ADN des agents pathogènes. Donc la question reste ouverte. Okay. Mais on peut construire aujourd'hui un cas. On peut réunir des faisceaux de preuves qui vont tous dans la même direction, dans la direction d'une crise démographique, politique importante en Afrique subsaharienne au XIVe siècle, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, et peut-être même vers les dernières décennies du XIVe siècle, peut-être à partir des années 1460, c'est-à-dire dans les années 1360. Dans les années 1360, il y a ce qu'on appelle la pesta seconda. Donc vous avez une première vague de mortalité, et puis vous en avez une seconde dans les années 1460. 1360, pardon. Voilà, on est autour de cette période ici, quelque part dans la seconde moitié du XIVe siècle. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui il y a eu la peste, parce que je n'ai pas l'élément incontestable qui me permettrait de le dire. Je n'ai pas l'élément génétique qui me permettrait de le dire. Vous vous souvenez sans doute que les débats autour de la peste, même en Europe, ont été longs. Pendant des décennies, les gens se sont battus pour savoir si cette mortalité était le résultat de la peste ou pas. Finalement, c'est la génétique qui a tranché. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas en Afrique de preuves génétiques. Nous en cherchons. Et nous ne sommes pas les seuls. Les équipes suisses aussi en cherchent. Je sais qu'il y a aujourd'hui des études qui sont faites à partir des restes humains retrouvés dans la falaise de Bandiagara, par exemple, qui aussi datent de cette période du XIVe siècle. Voilà, on cherche. Est-ce qu'on va trouver? C'est pas évident, parce que l'ADN humain, il est très rapidement dissous dans les sols acides. Or, dans la région dans laquelle je travaille, on est essentiellement dans des sols, des vieux sols métamorphiques, acides. Et l'ADN humain, il y disparaît très rapidement. Alors, ça laisse relativement peu de chance. Il faudrait que nous ayons une sorte de contexte de sol bien particulier qui permette la conservation de cet ADN, ou bien il nous faudrait trouver des restes humains qui soient associés à des milieux sédimentaires. Là, on aurait plus de chances éventuellement d'identifier des pathogènes du passé. C'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin. Je n'ai aucune idée si nous serons un jour éventuellement capables de trouver cet élément. Aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une hypothèse qui est de plus en plus intéressante. Et c'est une hypothèse qui est d'autant plus intéressante qu'elle a le potentiel de bousculer assez sévèrement l'historiographie à la fois médiévale et du début de la période moderne de l'Afrique subsaharienne. Ce qui est intéressant, parce qu'on est quand même face à une historiographie très ankylosée. Depuis les années 60-70, on nous répète la même chose en boucle. Et donc, si on a la possibilité de bousculer un petit peu ce discours autour de l'Afrique médiévale et de l'Afrique moderne, eh bien, ce serait très bénéfique, je pense, pour l'histoire du continent. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Des faisceaux qui vont tous dans la même direction, des chercheurs, de plus en plus nombreux chercheurs convaincus qu'en effet, il y a quelque chose qu'il faut creuser. Et donc, on continue à creuser.
Sergio. Une simple question. Est-ce que par hasard, il serait possible de relier cette panique dont vous parlez à un drame survenu pendant les routes de l'esclavage à cette période? Ou bien c'est une hypothèse à éliminer d'office? Moi, je ne suis pas pour l'élimination des hypothèses. Je pense que c'est du dialogue entre de multiples hypothèses que surgit la lumière, si j'ose dire. Maintenant, la vérité, c'est que nous avons peu d'éléments pour replacer même la question de la circulation des captifs ou même du statut des captifs ou de la connexion ou de la possibilité même d'un commerce, d'un échange de captifs ou de circulation de captifs comme bien de prestige à cette époque. Et donc c'est une hypothèse pour laquelle il est difficile de construire, si vous voulez, un contexte qui permette d'étudier cette hypothèse, en fait. C'est une hypothèse pour laquelle nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments de contexte. Et donc, il faudrait construire un contexte autour de cette hypothèse. Je ne pense pas, cela dit. Je ne pense pas. Je pense que abandonner un centre qui de toute évidence était un centre de pouvoir extraordinaire à une échelle dont on n'imagine peut-être pas. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de trouver les limites de l'IFE médiéval. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. On est vraiment dans une méga-ville pour cette période de la fin de l'époque médiévale. On est vraiment dans un centre de pouvoir assez extraordinaire. Abandonner cela du jour au lendemain, ça me paraît être un événement tout à fait exceptionnel. Abandonner les choses derrière soi, partir et ne pas revenir, ce sont des éléments qui ne me semblent pas être en phase avec une hypothèse autour du commerce des hommes. C'est ce que je dirais jusqu'à présent. Mais de toute évidence, on va continuer pendant pas mal de temps, je pense, à débattre et à faire se parler différentes hypothèses. Merci. Y a-t-il des traces, des indices éventuels dans les traditions orales qui pourraient éventuellement... alors c'est très délicat parce que tradition orale, on sait que c'est réinterprété, mais en fonction des variations régionales, il y a sans doute des éléments qui seraient à même d'être travaillés. Bien sûr. Bien sûr, ça c'est un élément aussi très intéressant. Alors c'est un élément, une fois de plus, pour Ile-Ife, c'est compliqué. Parce que la tradition à Ile-Ife, si mon interprétation est correcte, c'est avant tout une construction intellectuelle et politique qui appartient, disons, aux 300 dernières années. Mais ailleurs, c'est une question qui se pose, et notamment dans les ailleurs où il y a continuité, c'est-à-dire où le choc démographique n'est pas venu à bout de la cité, si j'ose dire. Et on a peut-être un exemple de cela à Benin City, par exemple. Et donc hier, lorsque je parlais du sud de la région et donc du golfe du Bénin, je faisais état de nos travaux et de nos découvertes dans l'Idjébou et nous faisions un parallèle entre ces découvertes dans l'Idjébou et les traditions orales de Benin City. Et nous y voyions beaucoup de parallèles et de similitudes entre les traditions de l'Idjébou et les traditions du Bénin qui occupent des espaces voisins. Et lorsque je me suis penché sur les traditions orales de Bénin, des Bénis,
J'ai été notamment marqué par un personnage qui apparaît dans les traditions de Bénin qui s'appelle, comment s'appelle-t-il déjà? Je crois qu'il s'appelle Ogosan ou quelque chose comme ça. Et c'est un personnage qui apparaît lors de la transition entre les deux dynasties, vous savez, qui marque un petit peu la chronologie classique de l'histoire politique de Benin City, entre les Ogiso et les Oba. Eh bien, lors de la transition entre Ogiso et Oba, apparaît ce personnage qui est un géant qui mange les hommes. Ogoshan, je crois, il s'appelle. Un géant qui mange les hommes. Ça, c'est une image qui d'une certaine manière, n'est pas sans rappeler la figure très européenne, celle-là, de la faucheuse, vous savez, de ce personnage qui apparaît aussi en Europe après la grande mortalité, ce squelette muni d'une faux qui fauche un peu au hasard les hommes qu'il rencontre. Eh bien, il me semble que dans une vision du monde africaine, manger des hommes, c'est un indice intéressant potentiellement d'une grande mortalité et d'un événement spirituel qui est à la fois un événement spirituel et un événement, j'allais dire, de sorcellerie, un événement qui aboutit à une mortalité massive, si massive que on s'en souvient dans les traditions orales, et non seulement on s'en souvient, mais que l'on replace l'émergence de la dynastie des Oba dans sa capacité à maîtriser le monstre qui dévore les hommes. Et il y a peut-être ici des éléments, mais on est un petit peu dans l'interprétation peut-être de ces sources orales, mais de toute évidence, on peut peut-être retrouver des traces, parce que je pense qu'il y a des traces dans la culture populaire, dans les mythes, de la même manière qu'il y a des traces chez nous, j'allais dire, comme je vous l'ai dit, avec ce personnage. S'il y a eu une forte mortalité, et si cette mortalité a marqué les mentalités de l'époque, de toute évidence, elle a dû générer des aspects particuliers de la culture populaire que l'on peut peut-être retrouver encore aujourd'hui. Donc moi, je chercherais des Ogoshan dans les traditions orales de ces lieux qui ont suffisamment de profondeur chronologique pour, disons, toucher du doigt le XIVe siècle. Je pense aussi, par exemple, à un personnage qui apparaît dans l'histoire du Ghana, dont le nom m'échappe, mais sur lequel Ivor Wilkes avait pas mal écrit, qui est un personnage qui lui aussi se situe aux périodes de fondation, assez loin dans les généalogies des sources orales. Et c'est un personnage qui est dit avoir circulé et avoir changé le monde. Alors, je chercherai des figures comme ça dans ces traditions qui sont des figures associées au changement, qui sont des figures associées à la mortalité, et notamment à la consommation des hommes. Ça, c'est quelque chose qui me paraît potentiellement intéressant. Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant le verre dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez que le verre était probablement produit sur place. Est-ce qu'il n'aurait pas pu être importé plus tôt? Alors, à Ille-et-Ife, on a la chance d'avoir un site de production du verre. C'est-à-dire que
autant les sites, on en parlait hier, les sites de production métallurgique nous manquent, autant pour le verre, on a le site. Et le site, c'est le site où a été trouvée la fameuse tête de l'Olokun, hein, Ibo Olokun. Ibo Olokun, c'est un site qui au XIXe siècle était un petit peu en dehors d'Ifé. Et c'est un site sur lequel il y a eu beaucoup de fouilles, Frobenius, etc. Et après lui, d'autres archéologues, mais sur lequel est revenu Babalola Babatunde. Et alors, ce qui est intéressant dans le travail de Babalola Babatunde, c'est qu'il ne s'est pas simplement intéressé au verre ou bien au creuset. Merci. Les mots parfois m'échappent. Mais il s'est intéressé à tous les déchets. Et donc il a non seulement trouvé des dizaines de milliers de perles, mais il a également trouvé des dizaines de milliers de petits éclats divers et variés qui sont en fait les déchets de la production du verre et des perles. Parce qu'on a plusieurs choses. On a la fonte du verre dans ces creusets, et puis on a la transformation de ce verre liquide en perles. Et donc on a toute une chaîne opératoire. Toute cette chaîne opératoire, on a le lieu. On sait où ça se passait. Malheureusement, c'est aussi un site qui a été j'allais dire, exploité par des générations et des générations de gens à Ifé. Parce que les perles d'Ifé, elles ont continué à avoir une valeur bien après leur disparition. Et les verres d'Ifé, les perles d'Ifé, tout comme d'ailleurs les éclats de creuset d'Ifé, bien après que le verre ne soit plus produit à Ifé, ont été des objets de commerce dans le monde Yoruba. À tel point que les premiers Européens qui arrivent dans la capitale de l'Empire d'Oyo dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ils vont sur le marché et ils trouvent des pierres bizarres avec comme du verre dessus. Et oui, ils trouvent des creusets et on leur dit ça vient d'Ifé. Et ce sont des objets qu'on ne comprend pas vraiment à Ifé à ce moment-là, mais qui circulent et qui font partie des objets, j'allais dire, qui ont une dimension spirituelle. Donc ils circulent. Et les perles circulent aussi. C'est-à-dire que à partir du XVIIe siècle, je pense, à partir du moment où on retrouve le site d'Ifé jusqu'aux fouilles de Babalola Babatunde, on n'a pas arrêté de retourner ce site. C'est-à-dire que les gens ont creusé, ils ont retrouvé des perles pour les remettre sur le marché. Et puis Frobenius s'y est mêlé et les archéologues s'y sont mêlés. Et du coup, ce site, il est incroyablement toxique d'un point de vue archéologique. Il est entièrement retourné. Et donc, il est hors de question de retrouver sur ce site des choses in situ, des chaînes opératoires bien propres, bien claires, de retrouver également des stratigraphies bien clean, bien nettes. Non, c'est le bazar le plus complet. D'où la difficulté aussi de construire une chronologie de cette industrie du verre, qui est un problème auquel Babalola est confronté. Donc, pour répondre à votre question, s'il y a une seule chose que l'on sait à Ifé, c'est qu'on y produisait du verre à l'époque médiévale. Parce qu'on a tous les éléments, sauf éventuellement le contexte stratigraphique, bien propre, bien net. Mais on a les déchets. Et les déchets sont des preuves suffisantes de la fabrication de ce matériel sur place. Non seulement les matériaux utilisés
fondus, mélangés et fondus dans le creuset étaient des matériaux locaux. Ce qui explique qu'on a une recette particulière, une recette différente des autres recettes du verre, telles qu'elles circulent pendant l'époque médiévale, venues d'autres parties du monde, de l'Ancien Monde. Et on sait également que on a même une idée de la technique qui était utilisée pour construire, pour faire ces verres. Parce que les déchets, et ça, il faudrait que Babalola vienne vous expliquer ça, parce que c'est tout à fait fascinant, son travail de reconstruction de ces chaînes opératoires. Les déchets que l'on retrouve à Ifé sont très semblables aux déchets qui résultent d'un processus bien particulier de fabrication de perles qui existe aujourd'hui en Corée. Et alors là, je ne veux pas du tout faire de diffusionnisme, si vous voulez, hein, mais on arrive quand même à faire des comparaisons comme ça et à imaginer les techniques qui ont permis les perles à Ifé ne sont pas soufflées. On n'est pas dans une technique vénitienne. On est aussi dans un système de bulles pour former le trou central, mais il n'est pas généré par le souffle, il est généré par l'insertion d'un objet en bois, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on en sait maintenant beaucoup sur la fabrication du verre à Ifé, et je vous encourage à aller lire les articles de mon collègue qui d'ailleurs sera postdoc, je pense, dans les 3 années à venir à Cambridge, et qui à mon avis, va produire énormément de matériel dans les années à venir, encore plus qu'il en a déjà produit. C'est un étudiant de Susan McIntosh qui a défendu sa thèse à Rice, et donc dont vous entendrez parler, je pense, dans les années qui viennent. Quelqu'un de très important je pense, dans l'archéologie d'Ifé et dans l'archéologie du Nigeria en général. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, il est midi, donc il ne me reste plus qu'à remercier encore Gérard Chouin pour cette conférence qui, je crois, va nous laisser du grain à moudre pour les années à venir. Et, merci à tous pour votre présence.